Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire en Côte d'Ivoire, la réélection de l'ancien président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a précipité le départ de l'opposition le 5 septembre 2014. Son retour serait néanmoins envisageable. Pour le président guinéen Alpha Condé, la lutte contre le virus Ebola passe avant tout par les médias. Encore trop de personnes ne seraient pas convaincues de la dangerosité du virus. La fièvre hémorragique a causé la mort de près de 2300 personnes. Et puis 75% de médicaments importés pour 15% produits localement. Une tendance que le Sénégal aimerait inverser. Le pays souhaite devenir un hub pharmaceutique en créant une industrie digne de ce nom. Bientôt une semaine que la première séance de la commission centrale de la commission électorale a nommé les membres de son bureau en Côte d'Ivoire. Une commission qui a pour mission de permettre la tenue d'élections présidentielles crédibles et acceptables d'ici 2015. L'ancien président de la commission, Youssouf Bakayoko, a été réélu sans le soutien du Front populaire ivoirien qui a quitté la séance. Une défection qui ne serait pas définitive pour autant, comme nous l'explique Marina Vanier. L'opposition politique ivoirienne suspend sa participation à la commission électorale indépendante. En cause, la reconduction de Youssouf Bakayoko, président de la commission depuis 2010. Un retour de l'opposition serait toutefois possible pour les partis contestataires dans le Front populaire ivoirien. Cette suspension, elle n'est pas définitive. Néanmoins, les discussions se poursuivent et au stade actuel, on apprend que l'opposition pourrait éventuellement accepter un poste de vice-président, peut-être la première vice-présidence et puis un poste de secrétaire. Cela dit, il est évident que une actuelle absence de cette partie de l'opposition, qui est le FPI et aussi leader de cette commission électorale, pourrait susciter un certain nombre d'inquiétudes. La commission électorale ivoirienne a joué un rôle très important dans le scrutin de 2010, annonçant la victoire de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara contre son adversaire et prédécesseur Laurent Gbagbo, qui refusa ce résultat, précipitant le pays dans une crise sans précédent. Toutes les leçons de la crise n'ont pas été tirées et la CEI continue d'être un enjeu de bataille, un enjeu de tentative de conquête ou de maintien au pouvoir, alors que par le passé, les gens, leur expérience devrait montrer qu'on a beau contrôler la CEI, on a beau contrôler le Conseil constitutionnel, ça ne permet pas de rester forcément au pouvoir. 17 membres composent la commission électorale, dont un représentant du président de la République, 4 des partis politiques au pouvoir et 4 de l'opposition. Une CEI consensuelle doit arbitrer une compétition qui n'est pas consensuelle, qui est concurrentielle. Est-ce que, à partir du consensus, on peut aboutir à une vraie démocratie? Maintenant, comment arriver à faire un consensus qui inclut tout le monde? Je veux bien savoir qu'on nous dise avec qui il se fait et jusqu'à quelle limite il faut le faire. Le président Bakayoko, membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti de la coalition au pouvoir, ne pourra être remplacé qu'en cas de crise majeure dans le pays. Vers un accord entre le pouvoir et l'opposition à Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh a annoncé que le dialogue entrepris avec l'USN, la coalition des partis d'opposition, devrait connaître une issue favorable. Une entente entre les deux partis signifierait la réintégration de 8 députés de l'opposition sur les bancs de l'Assemblée, ce qui leur était contesté depuis les élections législatives de 2013. Pour rappel, il s'agit de la 3e négociation entre pouvoir et opposition. 2296, c'est le nombre de personnes qui ont succombé au virus Ebola depuis le mois de mars 2014. La propagation de la maladie a amené de nombreux pays à prendre des mesures importantes, particulièrement dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et pour le président guinéen Alpha Condé, encore trop de citoyens ne considèrent pas encore suffisamment les dangers de la maladie. Ibrahim Dinjai. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes des médias contribuent considérablement dans la communication
afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. Et avec la propagation de cette épidémie se pose la question des industries pharmaceutiques. Un projet auquel tient le Sénégal, être à l'origine d'une industrie pharmaceutique lui permettrait de limiter les importations de médicaments et d'offrir des traitements de qualité à faible coût à sa population. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Ella Djindjaï. Le Sénégal importe plus de 75% des médicaments pour soigner sa population. Le taux de production des produits pharmaceutiques stagne depuis plusieurs années autour de 15%. Afin de réduire ce faible taux de production locale des médicaments, le Sénégal travaille sur un projet de création d'industrie pharmaceutique. Le développement de l'industrie pharmaceutique est devenu une priorité. En plus du fait qu'une industrie pharmaceutique apporte de la valeur ajoutée dans un pays et qu'elle permet de booster la croissance par les emplois qu'elle génère et par évidemment la valeur ajoutée qu'elle apporte sur l'économie. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, le Sénégal est encore très dépendant de l'importation des médicaments. Justement, cette dépendance a un impact direct sur le coût du médicament. Ceux qui en subissent les conséquences, ce sont les populations. Pour le prix des médicaments, n'en parlons même pas. C'est trop cher. On voit des gens être malades à vie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des médicaments. L'État doit vraiment prendre des mesures là-dessus. La solution va donc résider dans la création d'industries pharmaceutiques dans le pays. Cela va contribuer à réduire le prix des médicaments. Pour y parvenir, la nécessité d'améliorer le cadre juridique est un préalable. Et aujourd'hui, le cadre, vous le savez, du plan Sénégal émergent est aussi une opportunité forte pour les fabricants de médicaments pour aujourd'hui venir s'installer au Sénégal. D'ailleurs, la réflexion aujourd'hui est poussée pour faire de sorte que le cadre législatif et réglementaire en place soit amélioré, allégé, pour vraiment encourager l'installation de ces industries pharmaceutiques au Sénégal. La présence de ces industries pharmaceutiques au Sénégal va permettre de contrôler la qualité et de mettre à la disposition des populations des médicaments à moindre coût. En Égypte, depuis la révolution de 2011, la population vit au rythme des bouleversements politiques et subit les conséquences de l'insécurité. Pour beaucoup, le quotidien est une épreuve. Les femmes, notamment, sont particulièrement affectées. Certaines essaient alors de trouver un échappatoire dans le sport ou les arts. Au Caire, par exemple, la capitale, elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le yoga, comme nous le montre ce sujet de Fanny Mounichi. Loin du bruit assourdissant du centre-ville, avec comme seul décor les eaux du Nil, un groupe de femmes tente d'oublier pendant quelques minutes le stress de la vie quotidienne. Ces Égyptiennes qui pratiquent le yoga sont des habitantes du Caire, ville la plus peuplée d'Afrique, mais aussi le cœur de la révolution depuis 2011. Des dernières années particulièrement difficiles pour ces femmes. Les changements sociaux et la situation économique ont contraint les femmes à jouer différents rôles, de femmes et mères, de filles et sœurs, parfois de pères, voire même d'hommes de la maison. Tout cela a exercé une pression énorme sur les femmes égyptiennes. Les cours de yoga ont lieu tous les soirs. Une dizaine d'élèves participent à chaque session et elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'essayer à cette pratique. Il faut dire que la majorité d'entre elles en constatent rapidement les bienfaits. Bien sûr, lorsque je viens ici après une longue journée de travail, je ne veux pas me sentir anxieuse ou mal à l'aise. La raison pour laquelle je viens ici après 6 ou 7 heures de travail, c'est pour méditer et me sentir bien.
Devant le succès de ces cours, Anna Kamel envisage désormais d'organiser de nouvelles sessions à destination, cette fois, des hommes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.